Nicolas Martignol, Senior Staff Engineer. David Gageot, Chief Architect chez Doctolib. Donc effectivement, Nicolas Deneyer et Michel Demonjou sont venus en 2019 vous parler de Boring Architecture. Nous, là, on est en 2022. Doctolib, c'est une société qui a vraiment grossi en 3 ans. Et on voudrait partager avec vous comment cette culture du pragmatisme qu'on a vraiment ancrée à tous les niveaux dans la boîte survit à une telle croissance, survit aux challenges que l'on a pu rencontrer et que vous connaissez tous. On va vous donner des exemples de là où ça fonctionne bien, des exemples où c'est un petit peu plus dur, et des challenges à venir. Je vous laisse lire les 3 missions que Doctolib s'est fixées. En plus de ces 3-là, il y en a une côté tech. Les techs de Doctolib ont toujours essayé de tordre le cou à la complexité. Dans notre métier, la complexité, certains aiment ça, on considère que c'est vraiment obligatoire, presque inévitable. Chez Doctolib, les techs ont toujours essayé, au contraire, de simplifier, simplifier, simplifier. De faire que cette complexité qui a tendance à émerger toute seule, on essaie de ne pas la subir. Mais pour commencer, je vous propose que Nicolas nous fasse un petit retour sur 2019 pour voir comment, justement, en 2019, on attaquait cette complexité. Donc en 2019, Nicolas Deneyer et Michel Demonjou étaient présents sur scène à la DocConf pour vous parler de la croissance de Doctolib, et sans aucune idée de ce qui allait survenir l'année suivante en 2020 avec le confinement et ensuite la vaccination et les tests. Enfin, vous avez, j'imagine, tous connu ça. À l'époque, on était 120 personnes à la partie produits et tech, donc qui construisent Doctolib. Et on était fiers d'annoncer qu'on avait fait 238 millions de rendez-vous pour l'année 2013. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a fait 63 millions en décembre dernier uniquement. Donc vous voyez, les rapports ont complètement changé. On va vous expliquer comment en fait, les bases de ce qui avait été défini et expliqué ont fonctionné. Et ce qui a peut-être été aussi remis en question avec les événements qui se sont passés. La philosophie de Doctolib en 2019, c'est de toujours prévoir en fait, un mur qui est devant et d'attendre le dernier moment pour changer et pour remettre en question. Donc ça passe par de la qualité, ça passe par des processus humains, une batterie de tests, un ensemble de choses qui, mis bout à bout, en 2019, ont permis d'absorber une croissance. Sur le slide suivant, en fait, si on regarde Doctolib en 2022, on est dans 3 pays en Europe. On est 2300 employés aujourd'hui et on est presque 500 à la partie produits et tech. Donc il y a 500 personnes qui construisent Doctolib et qui le font tourner en production, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc ça fait déjà aussi un enjeu, on va en parler dans les slides de tout à l'heure. En 2020, le confinement arrive et Doctolib a offert la téléconsultation pendant plus d'1 an. En 2021, ensuite, il y a eu les campagnes de vaccination. Début 2022, vous avez vu aussi pour prendre un rendez-vous pour se faire tester. Donc, on a eu ces vagues. Et cela a représenté beaucoup de défis. Et je voudrais voir avec toi, David, en termes de croissance, qu'est-ce que ça représente et ce que ça a donné. Oui, des vrais défis, parce que comme tu disais, on est passé de 238 millions de rendez-vous sur l'année en 2019 à 60 millions en décembre. Donc vous imaginez, vous voyez la croissance ici. Vous pouvez vous dire aussi que la vaccination, ça a augmenté beaucoup le nombre de rendez-vous. En fait, c'est le cherry on the cake, c'est que la croissance, elle était déjà là avant la vaccination, et la vaccination, ça a plutôt rajouté des pics de charge. Si vous regardez un petit peu ce graphe, en 2 ans, on a à peu près x3 en nombre de rendez-vous pris. Donc x3 le volume sur toute l'infrastructure, x3 sur le volume stocké, x3 partout en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que Nicolas et Michel déjà partageaient en 2019, c'est la croissance de la croissance. C'est chaque année, on fait x2 par rapport à l'année d'avant quasiment, et ça, c'est un vrai challenge pour notre architecture. Et encore plus quand on a des pics comme ça. Donc le lundi 12 juillet, on était assis tous devant notre télé, tranquillement dans notre salon. On n'avait aucune information préliminaire. On regardait la télé et on voit le président annoncer la mise en place du pass vaccinal. Chez Doctolib, on n'était pas du tout au courant, on n'avait rien prévu, les gens étaient en vacances. Et ce soir-là, moi j'étais arrivé au mois de mars, David était là aussi, était présent. Pendant plus de 2h30, en fait, on a dû gérer en temps réel quelque chose d'assez exceptionnel. On est monté à plus de 10 millions de transactions web par seconde sur la plateforme. On a activé tous les systèmes, donc on a raconté ça sur différents blogs. On a eu des problèmes à l'entrée avec de la contention qu'on a géré avec une salle d'attente. On a eu ensuite, une fois que les gens étaient dans le site Doctolib et qu'ils devaient prendre rendez-vous, l'enjeu pour nous, c'est qu'ils restent le moins longtemps possible. Donc on a activé le maximum de tous les systèmes qu'on a pu. Et on a appris beaucoup et on s'est rendu compte que quand même le mur pouvait nous tomber dessus. Et c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas avoir, en claquant des doigts, un trafic et un public comme ça, et on ne sait pas ce que les gens vont faire.
Ce soir-là, pour la petite histoire, on s'est rendu compte que les gens passaient beaucoup de temps à inscrire leurs enfants, chose qu'on n'avait pas anticipée. Donc, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'on s'est dit, OK, on a une partition de musique qui fonctionne bien, mais il y a quand même des événements qui peuvent nous forcer à revoir un petit peu ce fonctionnement-là. Slide suivante. Ouais, je voulais juste rajouter, malgré tout, il faut bien comprendre qu'on ne va pas forcément dimensionner toute la plateforme pour ces pics qui ont lieu quelques jours par an. On ne va pas forcément se réorganiser complètement pour prévoir des pics comme ça. Ça reste du domaine de l'improbable. Et ça coûte assez cher à avoir. Donc, comme disait David quelques instants plus tôt, c'est qu'on peut croire que la vaccination a représenté la majorité de notre activité. Ce n'est pas vrai. Doctolib, c'est une plateforme de rendez-vous. Il y a aussi un site pour les médecins pour gérer les cabinets médicaux. On a une activité qui a continué en 2020-2021. On travaille avec les hôpitaux, on travaille avec beaucoup de monde, et on en parle beaucoup moins que ce qui certainement vous a touché en tant que patient. Et puis on a eu encore dernièrement les tests Covid, décembre, janvier, ça a été encore un petit rappel qu'on pouvait avoir des pics d'activité. Donc pour ce genre de cas, aujourd'hui, on est capable de les gérer, on a des situations de crise qu'on peut résoudre, on a des systèmes, donc on a appris aussi quand même pas mal. Donc, moi, je me retourne vers David, qui s'occupe de l'architecture, et j'ai envie de lui poser la question, mais du coup, David, par rapport à 2019, est-ce que cette architecture de Doctolib, elle est toujours aussi ennuyante, boring, comme on l'appelle gentiment? Boring, ouais. On l'appelle un petit peu moins boring à Doctolib, parce que c'est vrai que quand on a pris les vagues de la vaccination, on ne peut pas dire que la situation soit vraiment boring. On va dire qu'elle est vraiment pragmatique, et elle reste pragmatique. Il y a vraiment une chose qu'on aime chez nous, chez Doctolib, et c'est vraiment gravé dans notre ADN, c'est le chiffre 1. On essaie de tout avoir en un seul exemplaire. D'accord ? Donc on essaie de tout déployer en une fois. Site patient, pro, tout ça c'est déployé avec un seul déploiement. C'est déployé sur une seule plateforme, depuis une seule codebase. Depuis cette codebase et cette seule plateforme, on sert les 3 pays sur lesquels on est présent, mais c'est vraiment quelque chose qui est monolithique et qui nous va très bien comme ça. C'était le cas en 2019, c'est toujours le cas en 2022. On n'a pas bougé de ce point de vue-là. Le runtime, c'est toujours le même, toujours du front en JavaScript, avec de plus en plus de TypeScript, ça commence petit à petit, et puis un back-end en Ruby on Rails. On a une seule application mobile, et cette application mobile, en fait, ce n'est pas une réécriture de nos pages web, c'est juste un wrapper très fin sur les pages web. Encore une fois, on écrit les fonctionnalités une fois. Il y a des CSS qui sont un peu différentes quand même, mais les fonctionnalités, elles sont envoyées sur toutes les plateformes en même temps. On a un seul repository Git pour le cœur du logiciel. Tout ce que vous voyez quand vous connectez à Doctolib ou que les médecins voient quand ils se connectent à Doctolib, c'est un seul repository. Après, des repositories, on en a plusieurs centaines, c'est des petits trucs tout autour satellites, mais globalement, on peut dire que 99% du service rendu par Doctolib, c'est dans ce monolithe. On a une seule plateforme d'intégration qui nous permet de tourner nos 40 000 tests. D'accord, à chaque fois que quelqu'un fait une pull request sur GitHub, on va faire tourner 40 000 tests sur une seule plateforme d'intégration. On a une seule unité globalement à surveiller avec un seul set d'outillage. Tout ça, c'est encore vrai en 2022 et on est content d'avoir ça. C'est grâce à ça qu'on a pu gérer les crises, c'est grâce à ça qu'on peut gérer une croissance x2. Et si vous voulez, si les développeurs veulent déployer quelque chose sur seulement une portion des utilisateurs ou tester, il y a des feature switch, mais tout ça, c'est déployé en une fois. L'architecture, elle a vraiment suivi une évolution en douceur. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps savent qu'on a commencé sur Heroku, puis après on avait nos machines managées nous-mêmes, mais c'est toujours du Rails, avec du Nginx devant. Maintenant on est passé sur du Kubernetes. Alors c'est vrai que l'échelle, elle est quand même un peu plus impressionnante qu'avant. On peut avoir jusqu'à 1000 pods sur notre Kubernetes qui sont auto-scalés. Donc pareil, le fait que ce soit auto-scalé, c'est un peu nouveau pour nous. Quand on est passé sur Amazon, vraiment, vous voulez profiter de cette élasticité. Le front-end, c'est toujours le même. Ce qui a changé, c'est la base de données. Ça, la base de données, chez nous, c'est là où on voit le plus la croissance. On était à une époque avec du Postgres, tout simple, puis avec un réplica. Maintenant, on a vraiment un writer et jusqu'à 13 réplicas. Pendant les pics de vaccination, on avait 13 réplicas de lecture qui étaient là en plus du writer. Et en plus, on est sur Aurora, donc c'est vraiment une version managée de Postgres fournie par AWS qui nous permet de scaler de façon assez incroyable. Mais la simplicité au cœur du système, elle est toujours là. Les développeurs, ils font toujours du Active Record, c'est toujours du SQL, c'est toujours du Postgres. On n'a vraiment pas changé cet ADN. Et si vous prenez ce dessin-là et que vous le remettez à côté du dessin en 2019, c'est franchement globalement le même. Alors oui, la base de données, je vous disais, jusque-là, évolution
pas vraiment douceur, on va dire, évolution rapide. Grossissement de la base de données, on a maintenant on a 23 Tera, je crois, sur la base de données. Quand j'ai rejoint il y a 1 an et demi, on en avait 10, c'était vraiment tout petit. Là, on a 23, ça grossit à vue d'œil. On fait jusqu'à 20 millions de transactions par minute, de requêtes par minute sur la base de données, sur l'ensemble du writer et des readers. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'on arrive à faire des tests de charge tous les mois pour justement, comme nous disait Nicolas, visualiser le mur. Il est où le mur qui nous attend ? Donc tous les mois, on fait un test de charge avec 2 fois le trafic web que l'on voit le lundi le plus grand de la semaine. On fait ce test de charge et on se dit, OK, notre architecture, elle tient. Malheureusement, c'est vrai que tout trafic n'est pas égal. La vaccination, c'est des pics tellement violents qu'on ne teste pas pour ça dans nos tests de perf. Mais ça nous permet toujours de faire ce qu'on faisait déjà en 2019, c'est prévoir le mur, mais surtout décider le plus tard possible. Alors après, notre base de données, elle commence vraiment à être à l'étroit. On est au maximum de ce qu'on peut avoir sur une base de données Postgres avec une mise en place comme celle-ci. Sur Aurora, on ne peut pas vraiment aller plus haut. Ailleurs, on ne peut pas vraiment aller plus gros. Donc on a plusieurs futurs possibles. On peut découper notre base de données en 2. Donc chez nous, je vous ai dit, le chiffre 1, il nous plaît. Le chiffre 2, il ne nous plaît pas trop. Le chiffre 2, c'est vraiment une révolution, mais on est un peu obligé. Donc ça, c'est vraiment la croissance qui nous pousse à faire ça. Ou alors, on essaye de regarder d'autres bases de données plus élastiques en s'inspirant un peu des modèles de Google ou Amazon, la façon dont ils fonctionnent sur leur stockage. Pour l'instant, le futur le plus probable, ça va être de découper notre base de données en plus petits morceaux. Mais surtout, on va essayer en faisant ça de garder toujours simplicité au build, simplicité au run. C'est des choses qu'on doit se répéter tout le temps pour se dire est-ce qu'on est bien en train de faire la bonne chose ? De la même façon, notre architecture, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. Il y a un petit peu plus que du Ruby, un petit peu plus que du JavaScript. Là, je vous ai donné un petit extract de notre Tech Radar. On a un Tech Radar en interne sur lequel on met toutes les technologies qu'on utilise, pas forcément sur le monolithe, mais sur plein d'autres équipes. Et là, vous avez certaines technologies qui sont dites en adopt. Donc en adopt, ici, c'est vraiment les technologies que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle fonctionnalité du produit. On a les fonctionnalités en Access. Par exemple, on est en train d'essayer de voir si on pourrait remplacer la base de données par Citus ou Spanner. On a des gens qui testent ça. On a des technologies qui sont en trial. Par exemple, vous allez voir Java ici. Vous dites « Ouh, Java chez Doctolib ». Oui, on a des intégrations avec des hôpitaux. Et il faut qu'on leur parle avec le protocole Fire. Et le mieux pour ça, c'est faire ça en Java, parce qu'il y a des façades qui font ça très bien. Il y a du Go aussi côté infra. Et puis, il y a des technologies qu'on ne veut pas utiliser, parce qu'on les a déjà utilisées et on n'en veut plus, on essaie de s'en débarrasser, ou alors on les a ACC et ça ne correspond pas à notre ADN. Trop compliqué, pas assez de bonnes raisons pour les utiliser. Et ça, ce n'est pas une vue statique. Les gens peuvent proposer des RFC, des Requests for Change, pour essayer des nouvelles technos chez nous. Mais donc voilà, simple, pas simpliste. Il y a quand même plus de techno qu'il y a 3 ans. Ça, c'était sur la partie architecture, on en reparlera encore un petit peu après. Nico, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation des équipes ? Est-ce que ça a changé ? Alors, ce qui est intéressant de comprendre, donc Docto, en 2019, c'était 120 personnes côté produit et tech, et aujourd'hui, on est presque 500. Paris, Nantes, Berlin, Milan. Et ce qui est intéressant de partager avec vous, c'est aussi la croissance et l'organisation côté technique. Vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, autant on a un monolithe, une unité de déploiement, comme David vous l'a expliqué, autant sur l'organisation, vu de loin, on a l'impression que c'est monolithique. En fait, à l'intérieur, ce sont des feature teams. Je pense que vous connaissez tous le livre Team Topologies. Donc nous, on n'a que des streams. On a 1 ou 2 équipes plateforme et on a quelques équipes transverses, mais ça démarre quand même assez doucement. Entre 2019 et 2022, il y a beaucoup plus de domaines qui se sont créés, qui sont liés à des produits que Doctolib fait ou des secteurs qu'on adresse. Docto, c'est une boîte qui est très produit, vraiment très très produit, focus produit, service aux patients, service aux médecins, service aux hôpitaux, travailler pour simplifier tout simplement la vie des Français. Après ce discours un petit peu marketing, dans la réalité, donc on est des équipes avec différents domaines qui sont maintenant répartis partout. Avec le télétravail, on est tous répartis, on travaille à distance. Et on a un système qui nous évite d'avoir une coordination très très forte. On a des cérémonies, en fait, on a tout un framework humain qui a été mis en place ces 3 dernières années qui fait qu'on a pu absorber cette croissance en termes de développeurs. Et comme vous le savez, on va continuer à le faire.
Donc, ce qui a quand même changé, en préparant cette présentation avec David, on s'est rendu compte qu'entre 2019, la vision de Nicolas et de Michel et la nôtre aujourd'hui, quand vous travaillez chez Doctolib, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de nouveaux experts, de nouveaux métiers qui se sont créés. La sécurité est un sujet très passionnant et très important chez nous, que ce soit la confidentialité de nos données. Donc, Doctolib a été certifié HDS, hébergeur de données de santé, pour certaines parties de l'activité. Et puis voilà, donc en fait, si vous cherchez sur notre confiance, vous allez voir des diagrammes et vous allez voir que les gens qui vous parlent, ce sont des experts dans leur domaine. Donc ça, c'est quand même nouveau. Quand vous passez de 120 personnes à 500 personnes, bah oui, vous avez 15 ingénieurs qui font de la sécurité, vous avez une vingtaine de personnes qui font les connexions avec la partie Salesforce. Donc ce sont des métiers qui étaient assez peu représentés il y a quelques années et qui aujourd'hui ont pas mal grandi. Et la partie aussi qui est assez intéressante, c'est la partie data scientist. Alors, ce qui est super important, je le rappelle, Doctolib ne fait aucun business avec les données des patients, des médecins. Les données, elles sont chiffrées de bout en bout. C'est interdit par la loi, ça s'appelle le secret médical. Le business model de Doctolib, ce sont les abonnements que payent les médecins, c'est tout. D'accord ? Donc, data scientist, ça n'a rien à voir avec nos données à nous, ce sont les données d'usage. Ce qu'on fait beaucoup chez Doctolib, c'est de regarder ce que font les visiteurs ou les médecins, quelles sont les parties qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, des choses que vous devez faire vous-même dans votre activité. Et donc voilà ce qu'on fait au niveau data scientist, et puis l'architecture représentée aussi par David et par moi aujourd'hui. Je vais rajouter juste une petite chose. Ce que j'aime bien, ces petits schémas, ils ne vous disent pas grand-chose, mais nous, on se dit, voilà, on est à la tech, ce qui nous intéresse, c'est le monolithe. Puis vous allez voir le voisin, il vous dit, ah, mais c'est ça l'architecture de Doctolib. Mais pas du tout, c'est ça. Mais pas du tout, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a tous une vision un peu différente de notre architecture. Le monolithe, il est central pour nous. Comme je vous disais, c'est 99% de ce qu'on fait comme service aux utilisateurs. Mais en vrai, derrière, il y a d'autres sales machines, il y a d'autres utilisateurs, il y a d'autres équipes énormes et d'experts, comme disait Nicolas. Et donc, sur le slide suivant, quand on regarde le code, très rapidement, je crois qu'on a 258 personnes sur le GitHub de Docto aujourd'hui. Il y a des choses, David parlait du chiffre 1 qui est très très important dans l'ADN de Doctolib, et pour certains points, on l'a remis en question. Le premier, c'était les mises en production. En 2019, ils n'étaient pas tout à fait à une mise en production par jour, ils rentraient dans ce cycle-là. Aujourd'hui, on met Doctolib au moins 3 fois par jour en production, à 11h, à 14h et à 17h. Et on le fait tout le temps. On le fait parce qu'en fait, sinon, on a 2-3 heures d'activité, c'est une vingtaine de pull requests qui sont mergés. Il faut imaginer que 250 développeurs, ça produit beaucoup. Et c'est impossible de faire une seule mise en production par jour. On ne peut pas. On met une seule unité en production. Et ensuite, cette unité-là, elle va activer la partie docteur, la partie patient italien, la partie hôpital allemand. C'est le même code source, mais tout ne s'allume pas selon forcément les usages. On a 3 pays, 3 langues, une seule unité de déploiement. On code, on écrit, on fait de l'anglais pour les tests, et ensuite le français, l'allemand ou l'italien, c'est une option. Mais on a dû tout basculer en anglais pour pouvoir s'adapter à ça. On a beaucoup plus de produits, je ne vais pas les lister tous ici, mais la téléconsultation a été gratuite et offerte à tous les médecins en 2020 pour contourner la situation du confinement. Ça a aidé beaucoup de cabinets en ville qui étaient sinon sans activité. Les suivis psychologiques pour les patients. Donc, ce genre de service a vraiment permis d'aider les patients. Et le produit Doctolib Médecin qu'on a lancé en mars 2021, alors on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait d'autres sujets, pareil dans le monolithe. Et enfin, il y a Benoît qui est en bas. Je pense qu'entre 2019 et 2021, on a un processus de gestion des crises qui est vraiment ultra rodé. Alors une crise, on en a 1 ou 2 ou 3 par jour. C'est pour ça qu'on appelle ça crise, et les gens, ils crisent un petit peu quand on appelle ça crise. Et les nouveaux arrivants nous disent « mais tout va bien ?» En fait, oui. Et en fait, le principe, c'est si vous, en tant que développeur, vous mettez en production quelque chose, et vous avez le moindre doute, si vous pensez que vous venez de casser quelque chose, vous appuyez sur un bouton, et automatiquement, ça va envoyer des SMS, ça va créer une salle de crise, et ça va mobiliser des gestionnaires d'incidents. Et si c'est pour se rassurer, en fait, tout va bien, on arrête tout de suite. Alors, si vous le faites toutes les 5 minutes, on va discuter. Mais en fait, on ne veut pas que les gens aient peur, parce que le fait d'avoir peur de déclencher une crise, tout de suite derrière, c'est des milliers, des millions de gens qui sont impactés.
Et dernier point, c'est que les personnes qui rejoignent Doctolib, on a un cycle de formation qui est vraiment très bien fait. Au bout de 3-4 semaines, vous pouvez taper du code qui part en prod, voilà. Ça, c'est super positif. On a plus de produits, plus de langues, plus de mise en prod, mais on a des challenges aussi avec la codebase. Un des challenges, c'est ce monolithe. Il commence à être très très gros. C'est du monolithe Ruby, et les développeurs ont commencé à se plaindre un peu, à dire mais la charge cognitive, elle est énorme. Moi, je change un bout de code ici, ça peut avoir des impacts par là, c'est un peu compliqué, la complexité du code, elle est là aussi. Vraiment, on a doublé le volume du code, et donc les développeurs ont un peu plus de mal. Et donc, il y a à peu près maintenant, quand je suis rentré il y a 1 an et demi, on commençait déjà à en parler. Au bout de 6 mois, on s'est dit, avec mon équipe, peut-être qu'on pourrait pousser une approche de monolithe modulaire, le modulaire monolithe. L'idée, c'est de garder toujours cet esprit, une seule unité dans un seul repo, une seule codebase, mais à l'intérieur de cette codebase, on va essayer d'identifier beaucoup plus clairement les différents modules fonctionnels, les différentes responsabilités. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours actuellement. Pour ceux qui font du Rails, on utilise des engines Rails qui nous permettent, comme ça, de composer, de prendre plusieurs tranches d'applications, et tous ensemble, on les met en production, ça nous fait l'application finale. Et donc, on a des tranches sur, justement, Doctolib Médecin, des tranches sur les imports, sur les exports, sur la téléconsultation. Et ça vient vraiment rendre le monolithe plus agréable à utiliser au quotidien pour les développeurs, tout en restant monolithique. On a toujours un seul déploiement, on n'a pas des microservices, on n'a pas d'API, de rupture de protocole entre les composants. On se parle en appel de fonction Ruby. Mais malgré tout, ça nous permet d'adresser cette complexité avec le maximum de simplicité. Donc ça, on y croit assez fort. D'autres boîtes comme Shopify, par exemple, sont passées par là, et on leur parle pour voir ce qui nous attend quand on fera encore x2. Il y a un point, là je pense que c'est peut-être le point le plus difficile pour nous, c'est l'intégration continue, la CI. Si vous ne connaissez pas la CI chez Doctolib, c'est un outil maison. Parce qu'on s'était dit, nous on a une vision très très particulière, qui ne s'adapte pas vraiment aux outils du marché, et puis on peut avoir entre 50 et 100 pull requests par jour qui sont mergés dans la branche principale, avec 283 développeurs. Sur chaque pull request, on va lancer 40 000 tests, dont à peu près un tiers de tests bout en bout, donc des tests de navigateurs qui sont coûteux et qui peuvent être aussi fragiles. Et donc on a développé une CI nous-mêmes, qui a progressé petit à petit, pour maintenant, j'en parlais hier avec un collègue, on a 12 clusters Kubernetes qui vont faire tourner les tests. Certains font 500 machines. Sur ces 500 machines, on fait tourner 5000 tests en parallèle. Donc voilà, 5000 x 12 clusters, ça commence à faire beaucoup de tests en parallèle. On commence à atteindre les limites un petit peu du truc custom. C'est vrai que là, on galère un petit peu, sachant que derrière, il y a 283 développeurs qui poussent et qui produisent de plus en plus. Donc là, ça fait à peu près 1 mois qu'on est en task force pour essayer de sortir d'une situation un petit peu difficile. Mais pendant ce temps-là, on continue à produire, on continue à merger, donc ça se passe plutôt pas mal. Mais on se dit, OK, on veut retrouver une sérénité, on veut retrouver une simplicité dans le design, on veut retrouver une capacité à produire des améliorations incrémentales. Là, on est un petit peu en mode à courir dans tous les sens pour pouvoir retrouver cette sérénité. Globalement, si vous regardez aussi, les bases sont bonnes. On en reparlait encore avec des collègues hier. On s'est dit, vraiment, ce qu'il faut maintenant, c'est enlever la complexité accidentelle qu'on a ajoutée ces 2 dernières années. Parce qu'en vrai, les bases, elles sont là. Mais bien sûr, comme on disait au tout début de la présentation, dans notre métier, on a tendance à mettre de la complexité parce que ça a l'air d'être utile. Là, on est en train de l'enlever. Le travail, il est en cours. C'est un beau challenge pour nous. C'est comment faire une CI qui lance 40 000 tests par pull request. Et quand je dis par pull request, en fait, c'est 40 000 tests par commit. Si vous faites une pull request avec 25 commits, on y va, on fait 25 fois 40 000 tests. Je vous laisse compter. Donc là-dessus, on vous tiendra informé. Peut-être qu'on reviendra en 2024 pour vous raconter comment la CI de Doctolib, elle est vraiment rodée sans aucun problème. En résumé, ce qu'on voulait vous dire, c'est que le pragmatisme de Doctolib, qui est inscrit dans notre ADN, il résiste à la croissance. Il y a des petits endroits
où c'est un petit peu plus dur. Il y a des petits endroits où décider just in time, ça peut être un peu trop tard. Mais globalement, quand même, on a réussi à passer cette période Covid très, très mouvementée avec la même architecture qu'en 2019. Ce qu'on a appris, c'est qu'on ne pouvait pas tout dimensionner pour des crises rares. On continue à faire comme avant et on ne se dit pas « Ah là là, il faut tout revoir ». On essaie toujours de prévoir le mur en bougeant le plus tard possible. Et puis parfois, comme je vous ai dit sur la CI, on a appris aussi que just in time, ça pouvait être un peu trop tard. Mais dans ces cas-là, revenir aux bases, revenir à son ADN, c'est ça la solution pour nous. Voilà, merci beaucoup. Merci.